Il ne faut pas longtemps aux auditeurs de qualité pour réaliser qu'aucune entreprise n'est identique, qu'aucune installation n'est la même au sein de la même entreprise, et qu'aucun processus n'est identique, ni aucun des deux produits qui y sont fabriqués. Cela pose un problème pour l'auditeur car si un bon audit est un audit structuré, une approche trop rigide de la structure peut conduire à négliger un problème significatif ou des problèmes. Dès le départ, l'auditeur doit reconnaître que l'équité et l'importance ne peuvent pas être sacrifiées juste pour la cohérence ou l'uniformité. Il se peut que vous soyez personnellement chargé d'auditer toute l'organisation ou que vous soyez un spécialiste qui examinera des domaines d'activité individuels. La masterclass MVI sur le GMP et l'audit qualité comprend des modules couvrant des domaines d'activité spécifiques. Cependant, il y a certaines choses qui s'appliquent quelle que soit la section examinée. Commencez par vous familiariser avec l'agencement en examinant un plan d'étage de l'installation à auditer. Ensuite, demandez à votre hôte de discuter des questions de personnel et des flux de matériaux. Pour évaluer ceci, vous devez savoir quelque chose sur le processus. Par ailleurs, examinez le niveau de propreté dans diverses toilettes et installations sanitaires. Attribuez une note sur 10, puis comparez-la à votre évaluation de l'ensemble lorsque vous partez. D'accord. Maintenant, devenons spécifiques. Quelqu'un, quelque part, doit prouver que ce qui est fabriqué est correct, qu'il a été fait avec les bons ingrédients, qu'il a été fait sans aucune contamination et dans le bon environnement. Oui, bien sûr, le laboratoire de contrôle de qualité. Vérifiez que les laboratoires font bien les choses et ont le bon système de qualité en place, c'est ce dont il s'agit dans votre audit de laboratoire. Dans la fabrication pharmaceutique, il existe généralement 3 types de laboratoires de contrôle qualité, la chimie analytique, la microbiologie, et les laboratoires de test des matériaux d'emballage. Et bien que chacun ait ses propres points de détail, il existe des principes généraux qui s'appliquent à tous. L'auditeur doit, tout d'abord, vérifier l'indépendance de la fonction de contrôle de la qualité. Un organigramme est utile à cette fin. Cela peut également indiquer l'ordre selon lequel les laboratoires sont bien équipés. Il va sans dire, mais le personnel affecté aux tâches de laboratoire devrait avoir les qualifications nécessaires et l'expérience pratique. Leurs tâches spécifiques sont consignées dans des descriptions de poste écrites et ils ont reçu une formation, y compris une formation de base sur la théorie et la pratique des BPF et, bien sûr, sur les tâches qui leur sont assignées. Les locaux de laboratoire devraient être pourvus d'un éclairage adéquat, d'un contrôle de température approprié, d'un contrôle de l'humidité et d'une ventilation suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'équipement. Soyez bien entretenus et propres, et les équipements doivent être calibrés et les registres doivent être disponibles pour que l'auditeur puisse les inspecter. La documentation doit être approuvée, signée et datée. Les procédures doivent être présentées de manière ordonnée et doivent être claires et lisibles. Et dans le respect de toutes les autres exigences de bonne pratique de documentation, notamment celles spécifiques au laboratoire en ce qui concerne l'échantillonnage et les tests. Les méthodes de laboratoire auraient dû être validées, et l'auditeur peut choisir d'inspecter les dossiers. Les résultats de laboratoire devraient être enregistrés de manière à ce que la falsification ne soit pas possible. GMP exige que ces registres soient examinés et vérifiés de manière critique. L'auditeur doit parcourir une série de dossiers dans chaque type de laboratoire de contrôle de qualité pour voir si le vérificateur a demandé des modifications, qui doivent être correctement signées et datées, ou s'il y a des erreurs flagrantes dans les dossiers qui pourraient jeter le doute non seulement sur les compétences du technicien réalisant le test et enregistrant les données, mais aussi sur l'infrastructure de vérification des dossiers. Si l'auditeur choisit de considérer le laboratoire comme il le ferait pour toute autre partie de l'entreprise, alors les échantillons représenteraient des matières premières.
Les tests représenteraient l'étape de conversion, tandis que les données représenteraient le produit fini. Ainsi, au début du processus, il doit y avoir un moyen d'enregistrer les échantillons lorsqu'ils sont reçus par le laboratoire, ce qui lie ensuite des échantillons particuliers aux méthodes qui sont appropriées pour les tester et aux spécifications appropriées par rapport auxquelles les données de test doivent être comparées. Le moyen d'enregistrer les échantillons doit également garantir que les échantillons ne sont pas perdus. Dans sa forme la plus simple, l'enregistrement d'échantillons peut être un registre dans lequel des numéros de laboratoire séquentiels sont appliqués aux échantillons. Cela, bien sûr, aide la gestion du laboratoire car des mesures peuvent être appliquées pour l'efficacité et l'efficience du labo car à partir du journal de bord, ils peuvent constater que les tests ont été terminés, ils peuvent estimer le temps nécessaire pour achever les tests qui est lui-même une mesure de service. La direction peut également identifier s'il y a des retards de tests qui s'accumulent. Bien sûr, le simple registre ne garantit pas nécessairement que l'échantillon est testé par les bonnes méthodes ou que les bonnes spécifications sont appliquées. Parfois, cela est laissé à la discrétion du technicien en charge des tests et repose sur le lien à travers le nom du produit. D'un point de vue d'audit, c'est acceptable pour les laboratoires où les exigences à leur égard sont simples et non compliquées. Les opérations plus importantes, et particulièrement les laboratoires sous contrat, peuvent nécessiter des systèmes plus élaborés. Peut-être que des feuilles de test sont imprimées par l'ordinateur lorsque les matières premières sont reçues dans l'entrepôt et enregistrées, ou lorsque des registres de fabrication par lot sont préparés, des feuilles vierges sont imprimées pour les produits finis programmés. Il est possible que les échantillons de numéros puissent être pris en charge grâce au codage à barres, mais il existe de nombreux moyens de le faire et l'auditeur devrait s'attendre à une explication claire. Maintenant, tournons-nous vers la fin du processus, les données. Dans un monde raisonnable, nous devons nous attendre à trois choses en lien avec les tests en laboratoire, que la plupart du temps, les échantillons, lorsqu'ils sont testés, respectent leurs spécifications. Parfois, et cela sera toujours très rare, les échantillons, lorsqu'ils sont testés, ne respecteront pas leurs spécifications. Et parfois, lorsque les échantillons ne respectent pas leurs spécifications, l'échec sera le résultat d'une erreur de laboratoire et ne reflètera pas véritablement la qualité de cet échantillon testé. Le passage de l'eau en fonction des résultats des tests devient évidemment une routine bien connue, mais lorsque des échecs surviennent, ils ne devraient pas conduire à la confusion, au désordre et à l'ambiguïté. L'auditeur devrait demander à voir la procédure de l'entreprise concernant les spécifications hors normes, généralement appelées procédures OOS, ainsi que les registres OOS. Étant donné que les sorties hors spécification vont toujours être très inhabituelles, les auditeurs ne devraient pas être gênés de demander les OS des 2 ou 3 dernières années. L'art des procédures de spécification devrait être clair et contenir un organigramme décrivant les vérifications à effectuer et les actions à entreprendre avant d'atteindre une conclusion sur la disposition du matériel à partir duquel l'échantillon a été prélevé. Ce serait bien si une seule procédure suffisait à tous les laboratoires, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, les laboratoires d'analyse et de test des matériaux d'emballage obtiennent généralement leurs résultats assez rapidement après les tests. Les laboratoires de microbiologie obtiennent généralement leurs résultats quelques jours après les tests et certains de leurs programmes de test. Les tests d'eau, la pré-stérilisation, les tests de charge biologique et la surveillance environnementale ne sont pas associés à une simple prise de décision réussite-échec. Pour ces raisons d'être pratiques, les procédures OS du laboratoire microbiologique doivent être différentes de celles utilisées dans les autres laboratoires. Comme nous venons de le voir, il existe de nombreux domaines généraux de pratique de laboratoire qui peuvent être audités sans aucune connaissance spécialisée. Mais examinons séparément l'audit des trois types de laboratoires et mettons en évidence les domaines de préoccupation critiques. Premier, laboratoire de chimie analytique, où nous pouvons prévoir qu'il y aura des tests sur les matériaux entrants, les échantillons en cours de traitement, les produits finis pour la mise en marché,
Et peut-être, les produits finis avec le programme de test de stabilité. Parmi les 3 types de laboratoires de contrôle de qualité que nous envisageons, c'est dans le laboratoire analytique que nous verrons le plus grand nombre d'instruments, la plus grande variété de réactifs chimiques, et probablement le plus grand besoin d'équipements de mesure précis. L'auditeur devrait s'attendre à voir des instruments analytiques, y compris HPLC, GC, IR, etc., tous validés et exploités par des techniciens formés. La calibration et la maintenance d'instruments de laboratoire complexes sont généralement effectuées sous contrat par le fabricant ou son département de service après-vente, c'est pourquoi le plan de calibration et de service aurait dû être confirmé lors de la validation de l'installation de l'instrument. En fait, il n'y a aucune raison pour que l'étalonnage et l'entretien des instruments de laboratoire soient contrôlés différemment de tout autre équipement conforme au BPF. Par exemple, si l'intervalle d'étalonnage est dépassé, l'instrument devra peut-être être retiré du service ou libéré par le chef de la qualité uniquement pour une utilisation temporaire. Le plus important, il devrait y avoir un contrat technique entre l'utilisateur et le fabricant ou l'ingénieur de service de son agent qui définit clairement ce qui doit être fait et qui est responsable de le faire. L'auditeur devrait choisir quelques instruments et demander à voir le contrat technique. Et pendant ce temps, rappelez-vous qu'un accord commercial n'est pas un contrat technique. Alors, passons à l'audit du laboratoire de microbiologie. Les réactifs doivent être clairement identifiés et correctement stockés. Les solutions préparées devraient avoir une date de péremption appliquée. L'auditeur doit rapidement vérifier que toutes les solutions préparées sont étiquetées avec la date de préparation et leur date d'expiration. L'eau utilisée pour diluer les agents et rincer la verrerie doit être appropriée au test en question, soit de l'eau purifiée, soit de l'eau pour injection, WFI. Presque certainement, chaque laboratoire aura sa propre unité de purification de l'eau à l'échelle du laboratoire, auquel cas vérifier qu'elle est correctement certifiée et consulter les journaux de maintenance pour garantir le respect continu des normes. Ou de la verrerie endommagée. Économie ou fausse économie dans un domaine aussi évident peut être indicatif d'une budgétisation insuffisante ou simplement d'une attitude trop désinvolte envers la qualité. L'audit des spécificités des laboratoires de microbiologie nécessite une approche quelque peu différente de l'audit des laboratoires analytiques. Par exemple, il y a beaucoup moins d'exemples d'instrumentation technique, mais attendez-vous à trouver au moins un autoclave et quelques exemples de contrôle de la contamination par des dispositifs d'air propre unidirectionnels, autrefois appelés laminaires, tels que des bancs et ou des isolateurs. Il y aura aussi plusieurs incubateurs et réfrigérateurs. Bien sûr, tous ceux-ci devraient être bien accompagnés, peut-être 100 sur 1000 en rejet. L'échec et le coût peuvent engendrer pour une entreprise peut-être 100 sur 1000 en coût de rejet. L'auditeur doit vérifier que ces éléments ont tous été validés, ne serait-ce que parce que les protocoles de validation pour les autoclaves et les dispositifs d'air pur peuvent être considérés comme des tests du professionnalisme du microbiologiste et de sa compréhension de son métier. L'échec d'une autoclave à stériliser se révélera probablement de lui-même par l'examen des tests échoués et des dénombrements plus élevés que la normale de micro-organismes résistants à la chaleur. Il est bien plus important lors de la validation d'un autoclave de laboratoire de s'assurer que les milieux ne sont pas trop cuits lors de la stérilisation. La surcuisson peut détruire les propriétés nutritives des milieux de sorte que les micro-organismes ne peuvent pas être récupérés même lorsqu'ils sont présents. L'échec de la récupération des micro-organismes dans les conditions du test sera rarement remarqué contre les spécifications sur la contamination. Le contrôle de la température proche de sa spécification est donc plus important pour la validation des autoclaves de laboratoire que, disons, l'élimination des indicateurs biologiques. De même, avec un flux d'air unidirectionnel.
On s'attendrait à ce que les défauts des filtres EPA inondent les zones de test supposées protégées avec des contaminants et entraînent des tests ratés. Cela passerait rarement inaperçu. Le microbiologiste doit savoir que le blocage des filtres EPA, qui peut arriver pour diverses raisons, n'est pas la seule cause si le défi est trop important pendant trop longtemps. Une désinfection trop zélée peut également bloquer les filtres. Les incubateurs et les réfrigérateurs doivent être validés et surveillés. Il est normal de constater des variations de température d'un endroit à l'autre dans les incubateurs, et il peut arriver que les incubateurs et les réfrigérateurs ne répondent pas aux spécifications de temps en temps, mais pas trop souvent, ou alors quelque chose ne va vraiment pas. Les bandes de température dans lesquelles la plupart, mais pas toutes, des incubations microbiologiques sont spécifiées ne sont pas très serrées, typiquement une plage de 5 degrés K. Et la durée de l'incubation se compte généralement en jours, pas en heures, pas en minutes, mais en jours. Il est donc nécessaire d'appliquer un certain bon sens aux réponses aux données hors spécification pour la température tant qu'elles sont mineures, disons, 1 ou 2 degrés, et qu'elles ne se produisent pas trop souvent. Avec le réfrigération, cependant, il est important que les périodes de température hors spécification soient liées au contenu pendant la durée de la spécification externe, car il est tout à fait possible qu'il y ait des réactifs ou des réactants dans le réfrigérateur qui sont très sensibles à la température. La plupart des tests microbiologiques sont effectués selon des spécifications sur la contamination. Cependant, avec des systèmes de qualité modernes bien appliqués, la contamination microbiologique est comparativement rare dans les produits pharmaceutiques finis, même les non stériles, et généralement faible et bien dans les spécifications des matières premières obtenues de fournisseurs fiables, peut-être à l'exception de certains produits naturels qui peuvent avoir des taux de contamination plus variables. Lorsque l'attente est qu'aucun contaminant ne soit détecté dans les conditions de l'essai, la criticité des tests microbiologiques est que le test serait capable de détecter des contaminants s'ils étaient effectivement présents. Le bon auditeur ne traverse pas trop vite la zone de préparation des médias, même si elle peut être chaude, humide et sentir très mauvais. Le bon auditeur ne suppose pas non plus que les médias achetés comme stériles, même auprès des fournisseurs les plus réputés, soutiennent nécessairement la croissance après le transport, peut-être transatlantique ou pacifique, et le stockage. L'auditeur doit vérifier que les procédures sont en place et respectées en matière de préparation et de stérilisation des médias ainsi que de réception, de stockage et d'utilisation des médias préparés. Là où la verrerie pour les supports, les bouteilles et les tubes à essai est lavée et réutilisée, il devrait y avoir des procédures incluant l'utilisation uniquement de détergents approuvés et la conformité avec un nombre spécifié de rinçage pour garantir que les traces inhibitrices sont éliminées. Le contrôle final de soutien à la croissance en utilisant des micro-organismes pharmacopéaux est rarement accepté par les agences réglementaires comme un substitut à un bon contrôle dans ces domaines. L'auditeur devrait s'attendre à ce que les laboratoires microbiologiques soient propres et bien rangés, pour les zones où l'on travaille avec des cultures vivantes, qu'elles soient séparées spatialement ou physiquement des zones où l'on effectue des tests par rapport aux spécifications sur la contamination et que des blouses ou des tabliers spécifiques soient fournis aux techniciens, soit lorsqu'ils travaillent avec des cultures vivantes, soit lorsqu'ils effectuent des tests par rapport aux spécifications sur la contamination ou les deux. Et, enfin, l'auditeur devrait vérifier les microscopes. Cela peut sembler être une tâche intimidante pour l'auditeur général, mais il y a deux choses qui peuvent être déterminées et qui sont très révélatrices du professionnalisme du microbiologiste.